Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 octobre 2025 et notre cher ami, notre amigo, Pepe Escobar, est parmi nous. Je suis ici uniquement grâce à toi, Nima. Salutations d'Asie du Sud-Est à toi, Nima, ainsi qu'à notre public. Pepe, commençons par l'une des principales questions du moment lorsque nous regardons le Moyen-Orient, la situation entre l'Iran et Israël. À ton avis, et pour notre public ici, un nouveau cycle de guerre entre l'Iran et Israël est-il en train de se préparer au Moyen-Orient? Quelle est ton opinion à ce sujet? Eh bien, je préfère commencer par relayer ce que j'ai entendu de mes contacts en Iran, et l'un d'eux m'a rapporté quelque chose provenant d'une source de très haut niveau au sein des gardiens de la Révolution. Ils sont prêts pour la guerre. En substance, ils ont dit que la plupart des commandants, sinon tous, à quelques exceptions près, ont cessé les réunions publiques et ainsi de suite. Ils sont dans leur bunker, concentrés sur la possibilité d'une guerre. L'un des termes qu'ils ont utilisés était « conditions de guerre ». Je ne sais pas si c'est une traduction directe du farsi, cela n'a pas beaucoup de sens, mais je l'interprète comme signifiant qu'ils analysent tout ce qui se passe en Asie de l'Ouest, les signaux venant de Washington, et ainsi de suite. Ils estiment que la possibilité d'une attaque est très élevée, ce qui est extrêmement inquiétant pour nous tous, et pour le Sud global dans son ensemble. Thanks Race Wars and Adithru. Something parallel to that. Je ne l'avais pas dit ouvertement auparavant parce que j'attendais une confirmation. J'étais censé me rendre à une conférence très importante en Iran la semaine prochaine, sur les relations entre les États-Unis et l'Iran, essentiellement. Ce week-end, nous avons appris de la part des organisateurs que la conférence était annulée. Et devinez quoi? La raison invoquée était, une fois de plus, des conditions de guerre. C'est donc très sérieux. Je ne peux pas nommer l'organisation responsable de la conférence. Je peux seulement dire qu'il s'agit de l'une des principales institutions du système iranien. Le fait qu'ils annulent une conférence accueillant des invités étrangers comme nous, ce qui normalement serait excellent de leur point de vue, avoir des étrangers en Iran en ce moment pour relayer la perspective iranienne au reste du monde, en particulier au Sud global, le fait qu'ils annulent cela à la dernière minute, littéralement, en dit long. J'avais déjà déposé ma demande de visa et j'attendais la confirmation. Et, vous savez, tout ça annulé à la dernière minute, ce n'est pas bon signe. Cela signifie qu'ils sont très inquiets. Parallèlement à cela, sur une note plus légère ou du moins moins sérieuse, Press TV avait annoncé qu'il commençait à diffuser le documentaire que nous avions tourné en mai dernier en Iran, qu'ils ont intitulé Golden Corridor. C'est d'ailleurs un très joli titre. C'est essentiellement moi et une équipe de 5 Iraniens, d'excellents professionnels et des personnes formidables. Nous avons traversé l'Iran de la mer Caspienne au golfe Persique, en passant par Téhéran, Qom et Ispahan, puis jusqu'à Chabahar, le port sur la mer d'Oman, qui est très important. Et oui, j'ai même franchi la frontière entre l'Iran et le Pakistan illégalement, mais sur un bateau de pêche. Donc personne ne peut rien dire, n'est-ce pas? C'est le premier documentaire réalisé essentiellement par un étranger, ce qui est un immense honneur. Dans mon cas, sur le corridor international de transport nord-sud, qui, comme notre public le sait, est un projet des BRICS impliquant la Russie, l'Iran et l'Inde. Pour l'instant, nous ne savons toujours pas quand il sera diffusé. Cela dépend de Press TV. Ils vont réorganiser les dates et je vous tiendrai tous informés. Je leur ai demandé, s'il vous plaît, d'obtenir un lien afin que toute personne, n'importe où dans le monde, puisse accéder et regarder le documentaire. Car beaucoup ne pourront pas suivre les diffusions en direct sur Press TV. Voilà donc le côté plus léger de la chose.
Comme vous pouvez le voir, ces derniers jours, tout a été bouleversé à Téhéran. Et c'est le signe qu'ils prennent très, très au sérieux tous les signaux qu'ils reçoivent. Nous savons ce qui s'est passé avec le dossier du JCPOA, ainsi qu'avec la Russie et l'Iran. La Chine s'est jointe à eux pour unifier leur position face à ce que fait l'Occident. Comment voyez-vous la situation entre ces trois pays, surtout depuis que nous avons également appris que la Russie a fourni à l'Iran des MiG-29 et la dernière version du Su-35? Oui, Not to mention the Chinese, what the Chinese are sans parler des Chinois, ce que les Chinois ne disent pas, Nima, ce qui est encore mieux. Les Chinois fournissent à l'Iran. Eh bien, c'est ce que j'ai entendu à Pékin il y a un peu plus d'un mois. Mais pour le moment, c'est absolument officieux. Les Chinois aident aussi. Jusqu'où pensez-vous que ce type de partenariat en matière de sécurité s'étend entre ces trois pays? Well, in theory, Nima, you know that they all Eh bien, en théorie, Nima, tu sais qu'ils ont tous des partenariats stratégiques. Des partenariats stratégiques imbriqués, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas nécessairement, comme ce qui s'est passé la dernière fois avec la guerre de 12 jours lancée par Israël avec l'aide américaine contre l'Iran, que la Russie et la Chine seront en première ligne en Iran pour aider l'Iran. C'est une histoire complètement différente. Il y a bien sûr un soutien diplomatique. Il y a des interactions au sein des BRICS et de l'OCS. Ce sont tous des membres importants, les principaux membres, pourrait-on dire, à bien des égards. Mais bien sûr, il y a aussi ce qui se passe en coulisses, comme ce que fait la Russie. Il y a eu beaucoup de vols Antonov ces dernières semaines, de Moscou à Téhéran. Donc on peut imaginer qu'ils livrent du matériel sérieux. Et les Chinois, bien sûr, sont beaucoup plus circonspects. Ils ne disent même rien explicitement sur la manière dont ils aident l'Iran. Mais en ce qui concerne le JCPOA, on a pu constater que le soutien diplomatique a été instantané, car la Russie et la Chine faisaient toutes deux partie des négociations à Vienne il y a 10 ans. Et bien sûr, elles sont signataires du JCPOA, même avant que le JCPOA ne soit présenté à l'ONU. Je me souviens très bien, surtout des Russes à Vienne, il y a 10 ans. Lavrov était un acteur très très important, discutant avec ces stupides Européens, mais surtout avec John Kerry. Et Lavrov et John Kerry, au moins, entretenaient une relation de respect mutuel. Cela a beaucoup aidé. Ainsi, immédiatement, la Russie et la Chine ont déclaré l'évidence. Immediately, Russia and China stated the obvious. Look, because once again of those warmongering. Écoutez, parce qu'une fois de plus, grâce à ces Européens bellicistes, le JCPOA tel qu'il a existé ces 10 dernières années est désormais mort pour toutes les raisons pratiques. L'Iran n'a donc plus à suivre quoi que ce soit. Et ces idiots ont rétabli leurs sanctions automatiques. Évidemment, c'était un complot euro-américain contre la Russie et la Chine. Alors, encore une fois, comment peut-on avoir une discussion adulte avec ces soi-disant élites politiques européennes qui ne voient devant elles que des prolongements de guerres existantes? Guerre hybride, guerre chaude ou guerre éternelle? Et bien sûr, il existe différents niveaux en ce qui concerne la Russie, la Chine et l'Iran. La Russie au sommet en matière de guerre éternelle, l'Iran juste en dessous et la Chine encore en dessous. Surtout parce que les Européens ont besoin de ce que la Chine produit. Ils ne peuvent pas vivre sans cela. Mais leur état d'esprit est différent. Je n'irai même pas jusqu'à dire que c'est rétrograde. C'est à la limite, non, c'est franchement psychopathe, imbécile. Psychopathe, en fait. Et il continue de provoquer les principaux membres du Sud global, la majorité mondiale, les BRICS, l'OCS, action après action après action. En réalité, ce n'est même pas une action de leur part. C'est une réaction à leur propre stupidité. Et comme ils ont tracé une voie totalement erronée dès le départ, ils ne peuvent plus la modifier. Ainsi, leur relation hostile avec ce qu'ils appellent le régime de Téhéran
est plus ou moins du même ordre que leur relation hostile avec ce qu'ils appellent la dictature en Russie. Ça ne change pas. Ou d'accord, certains Européens sont légèrement plus instruits que les Américains, mais on pourrait en dire autant de la Chine communiste rouge. C'est la même chose. Ainsi, ce choc entre l'ancien monde de l'OTAN STAN, en somme, et l'Occident atlantiste d'un côté, contre les BRICS-Co et les principaux membres du Sud global de l'autre, ne cesse de se répéter dans chaque situation géopolitique importante. Pour nous tous, c'est une source de désespoir, car nous savons déjà ce qui va se passer avant même que cela n'arrive. Tout le monde savait que ces idiots rétabliraient les sanctions automatiques des mois avant que cela ne se produise. Tout le monde le savait, et personne n'était capable d'insuffler un peu de bon sens à ces directions stupides. J'ai dit, regardez, vous êtes en train, une fois de plus, d'anéantir la majorité absolue du Sud global. Et si je me souviens bien, tous les membres du mouvement des non-alignés, environ 120 d'entre eux, ont également condamné le rétablissement des sanctions automatiques. Donc, une fois encore, nous avons 3 puissances européennes. On ne peut même pas les appeler des puissances, plutôt des vestiges bons pour la poubelle de l'histoire. Plus les Américains, qui s'opposent à la majorité absolue, à la majorité mondiale. Quoi de neuf, Nima? Tu sais ce qu'il y a de si tragique à propos de l'Europe. L'Europe suit la même direction en matière de politique étrangère qu'Israël. Israël n'a personne d'autre que les États-Unis. Et les pays qui entretiennent une certaine relation avec Israël le font à cause des États-Unis. Exactement. Et l'Europe prend cette direction, Pepe. Tu vois, elle n'a pas de politique étrangère indépendante. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais si elle devient totalement dépendante des États-Unis, il viendra un moment où l'opinion publique américaine se demandera « Pourquoi devons-nous soutenir l'Europe ?» Parce que si l'Europe devient dépendante en matière d'énergie, pétrole, gaz, et qu'elle ne peut pas se le permettre à cause des prix américains, alors, au bout du compte, cela deviendra un fardeau pour les États-Unis. Cela les mettra dans la même position qu'Israël aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils perçoivent le genre de menace qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Non, ils ne le font pas, Nima. La réponse courte à ta question, c'est qu'ils ne le font pas. Tout d'abord, à cause de leur propre médiocrité intérieure. Le fait que la plupart d'entre eux ont des taux de popularité absolument effroyables et qu'ils savent qu'ils doivent s'accrocher à quelque chose, sinon ils vont être renversés. Et on pourrait même en arriver à un scénario de fourche, où tu sais, à ce que Madame Guillotine ait une conversation avec beaucoup d'entre eux, voire avec tous. Les exceptions sont bien sûr certains Européens de l'Est qui se trouvent en marge. Dans le cas de la Hongrie, pas vraiment en marge. La Hongrie est probablement le principal opposant à la stupidité de Bruxelles. Et au moins, Orban le dit ouvertement. Tout le monde le sait. En Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est et au-delà. La Slovaquie aussi, et certains mouvements en Autriche également. Il y a donc une opposition à la stupidité kafkaïenne de Bruxelles, disons-le ainsi. Mais rien ne changera la trajectoire qu'ils ont fixée il y a des années, voire des décennies, quand on regarde ces harpies à la tête de la Commission européenne. Et surtout, ce stupide néerlandais, Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Quand on met tout cela ensemble, non seulement leur stupidité, mais aussi leur totale incompréhension de la situation géopolitique actuelle en Europe, en Occident et dans le monde. Et par-dessus tout, le processus de vassalisation. Tout se déroule alors que l'Europe est en train d'être vassalisée jusqu'à un point de non-retour par les Américains et par l'Europe elle-même. La direction Trump 2.0, disons-le ainsi,
ainsi que l'écrasante majorité des républicains, méprisent l'Europe à la fois comme alliée et comme vassale. Elle n'a strictement aucune importance en quoi que ce soit. On ne lui permet même pas de s'asseoir à la table des chiens, juste à côté du grand banquet où siègent les véritables puissances, vous voyez. Et elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Et évidemment, parce qu'elle s'est mise dans cette situation, elle n'a aucun instinct d'autocritique pour analyser ce qu'elle s'est fait subir. C'est impossible. Absolument impossible. Nous les voyons donc devenir de plus en plus ostracisés par le Sud global, à la manière d'Israël, comme tu l'as mentionné. Exactement. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est intensifier leur rhétorique et bien sûr, proférer des menaces avec ce qu'ils n'ont pas. De la main-d'œuvre, des armées capables, suffisamment d'armes, même si elles sont achetées aux États-Unis, selon ce que les États-Unis acceptent de leur vendre, même si c'est payé avec des euros surévalués, soit dit en passant. Et bien sûr, des menaces contre la Russie, l'Iran et par intermittence, la Chine, sans arrêt. C'est tout ce qu'ils ont. Et pire encore, du vol pur et simple. Nous sommes mercredi aujourd'hui, n'est-ce pas, Nima? Devine ce qui sera décidé demain à Bruxelles. S'ils oseront réellement voler, littéralement voler, au moins 140 milliards d'euros d'actifs russes, et trouver quelques manœuvres juridiques pour le justifier selon leur propre terminologie. Ces fonds, pour reprendre leur propre terminologie, sont destinés à ces gangsters de Kiev. Eh bien, si cela se produit, adieu à quiconque investit dans l'Union européenne et adieu à toute crédibilité de l'euro et de l'Union européenne dans son ensemble. Voyons donc ce qui va se passer demain à Bruxelles. Demain est une étape très importante. Voyons cela. Il y a des gens, certains économistes en Europe, qui disent « Réfléchissez-y à 10 reprises avant de faire cela, car sinon nous sommes tous fichus. » Alors, voyons. Mais n'oubliez pas, c'est pas une décision géoéconomique ou géopolitique. C'est une décision politique étroite, prise par ces soi-disant dirigeants absolument répugnants de l'Union européenne, qui ont plus de pouvoir que les États-nations qui composent l'Union européenne. La situation est donc vraiment sombre. Et il n'y a pas d'issue, Nima. Cela va empirer, encore et encore. Pepe, comment vois-tu l'autre camp? Comment perçois-tu la position de ces atlantistes en Iran et en Russie au fil du temps? Cela dépend du sujet, Nima. C'est une discussion très complexe. Par exemple, j'ai lu aujourd'hui un article publié sur un portail très sérieux, en anglais, en russe et en allemand, qui démontait les arguments de certaines personnes se présentant comme des experts de la Russie et prétendant savoir exactement ce qui se passe dans les véritables coulisses du pouvoir russe. L'analyse est essentiellement juste, car personne ne le sait, surtout nous, analystes étrangers, journalistes, correspondants, etc. Même après avoir passé beaucoup de temps en Russie, nous ne savons pas vraiment. Personne ne sait vraiment. Dans mon cas personnel, au cours des 3 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps en Russie. J'y ai noué de très bons contacts et j'ai été accueilli à bras ouverts, car j'étais l'un des très rares étrangers à avoir réellement décidé d'aller en Russie, d'y passer beaucoup de temps, de parler à tout le monde et de comprendre le point de vue russe à plusieurs niveaux. Notre accès à l'information a une limite. Évidemment, le mieux que nous puissions espérer, c'est d'avoir des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec l'appareil de renseignement, avec les agences ou qui ont travaillé auparavant ou encore qui ont de très bons contacts, voire des groupes de réflexion. Mais il y a une limite. Ceux qui savent vraiment ce qui se passe sont Vladimir Poutine et le Conseil de sécurité. Personne d'autre. Et bien sûr, Gerasimov. Gerasimov doit savoir, pour des raisons évidentes, il est le ministre de la Défense. Et c'est tout. Il y a beaucoup de choses que même le ministre des Affaires étrangères de Russie ignore. Donc,
On ne peut pas se présenter comme un expert de la Russie, peu importe d'où l'on vient ou combien de temps on y a passé. It doesn't matter how much time you spend over there. You're always learning. From my point of view, On apprend toujours. De mon point de vue, je me considère en Russie comme un étudiant à plein temps, sans interruption. J'apprends sans cesse, surtout les subtilités de la manière russe de penser, de prendre des décisions et de planifier à long terme. Par exemple, on ne peut qu'admirer la façon dont ils prévoient le développement de leur Extrême-Orient, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient russe. On le constate chaque année, essentiellement, lors des forums de Vladivostok. Ainsi, on apprend à comprendre et à apprécier la planification à long terme à la russe dans un style proche de celui de la Chine. Dans le cas de l'opération militaire spéciale, c'est bien plus complexe, car il existe tout un éventail d'opinions sur la manière dont elle devrait être menée. Et si vous allez à un très bon dîner à Moscou avec 4 ou 5 personnes à table, chacune aura une analyse différente de la façon dont l'OMS a été organisée et de la manière dont elle devrait se poursuivre à partir de maintenant. Et ce sont des personnes très bien informées, instruites et bien connectées. Il n'y a donc pas de monopole sur la façon dont Poutine va mettre fin à l'OMS. Bon, écoutez, c'est de notoriété publique. D'après Poutine et tous les autres au sommet du gouvernement, la démilitarisation signifie la démilitarisation de l'Ukraine et de l'OTAN. Donc dès que Poutine et le Conseil de sécurité seront convaincus d'avoir accompli, disons, 90% du travail, en approchant des 100%, ce sera terminé. De leur point de vue, ce sera la fin de l'OMS. Cela va prendre beaucoup de temps. Et la dénazification, c'est une affaire de génération. And denazification, it's a matter of generations. You cannot denazify Ukraine in 1 or 2 years. On ne peut pas dénazifier l'Ukraine en 1 ou 2 ans. Cela prendra au moins 2 générations. C'est un processus à long terme. Et maintenant, il se retrouve une fois de plus face à Narcisse, se noyant chaque jour dans son propre marécage, fasciné par son image et changeant d'avis toutes les 5 secondes, d'un cycle médiatique à l'autre. Ah, je vais organiser une rencontre avec Poutine en Hongrie. J'ai déjà appelé Orban, tout ira bien. Et puis, quelques jours plus tard, je ne veux pas perdre mon temps. Comment peut-on faire confiance à un dirigeant politique comme celui-là? Vous savez, il n'y a pas de stratégie, rien du tout. C'est juste ce cirque incessant qui monopolise le cycle médiatique, sans arrêt, accaparant notre attention, les analystes indépendants, sans relâche. Independent analysts non-stop, and nobody can make sense of it because there is. Et personne n'y comprend rien, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Personne d'autre ne prend de décision à Washington, D.C. C'est seulement le grand narcissique, le maître de piste du cirque. Et tout le monde doit dire « Oui, maître ». Il s'est autoproclamé dirigeant du monde, roi de tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas une plaisanterie. Il croit réellement être le roi du monde. Ce n'est pas une blague. Dans son esprit, il est le roi du monde. Il décide de tout et il se sent en droit de changer d'avis à tout moment. Parce qu'après tout, il est le président de la puissance la plus importante de l'histoire de l'humanité. Comment peut-on avoir? Eh bien, c'est difficile, bien sûr, quand on considère ce qui a fuité des deux côtés lorsque Poutine et Trump se parlent au téléphone. Trump talk on the phone. Ce qui a vraiment fuité, je dirais, c'est peut-être 10, 15, 20% de ce dont il parle réellement. Je n'ose pas imaginer les silences entre les échanges. Et je n'imagine pas Poutine essayant d'expliquer à Trump quelques notions élémentaires d'histoire au téléphone. C'est pratiquement impossible. Personne ne peut faire ça. Ou du moins, quelques faits fondamentaux de la vie. Comme vous savez, très bien, vous allez autoriser le lancement de Tomahawks contre nous. Alors voici comment nous allons réagir. Poutine peut dire cela en 30 secondes, de manière très claire. Et ensuite Trump, d'accord, il assimile ça pendant 10-20 minutes. Mais une demi-heure plus tard, il change d'avis. Donc vous voyez, il n'y a pas de continuité. So, there's no continuity, there's no organization, there's no
Il n'y a aucune organisation. Il n'y a pas de véritable Conseil de sécurité nationale conseillant correctement le président, car la plupart de ses membres sont des idiots absolus. Nous avons un mania de l'immobilier qui se prend pour un Bismarck. Allons, c'est un cirque. C'est un cirque. Donc, encore une fois, il faut saluer la patience russe, la patience de Poutine lui-même et celle du Conseil de sécurité qui l'entoure, ce qui n'est pas nécessairement la patience du FSB ou du SVR. Vous voyez les dernières apparitions publiques de Naryshkin et de Bortnikov. Ils en ont vraiment assez de tout cela. Je ne peux pas imaginer que si Naryshkin ou Bortnikov étaient présidents de la Fédération de Russie, nous en serions là aujourd'hui. Nous serons infiniment plus heavy metal que là où nous en sommes maintenant. Mais c'est ça, c'est Poutine. Et ensuite, on accuse Poutine de, tu sais, vouloir maintenant céder encore plus de territoire à l'Ukraine qu'il y a quelques mois. Non, c'est un processus de négociation. Ces idiots ne comprennent pas la manière russe de négocier. Et bien sûr, Poutine peut complètement déstabiliser Trump quand il dit « Écoute, bien sûr que je veux conclure un accord. Mais pour conclure un accord, tu dois écouter mes priorités. Si tu n'écoutes pas mes priorités, il n'y a pas d'accord, parce que ce sera ton accord, et ton accord n'est pas mon accord. Un accord, c'est entre nous deux. » Essaye d'expliquer ça à Trump, Nima, au téléphone. Impossible. 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 Pépé, le principal problème, semble-t-il, d'après ce qu'ils en disent, est un cessez-le-feu immédiat, ce qui n'est pas acceptable pour les Russes. Pas question. Et c'est la réponse polie. Oui. Et la clé de tout cela, je pense, c'est ce que vous avez mentionné, la démilitarisation et la dénazification. Mais on ne peut pas démilitariser l'Ukraine sans démilitariser l'OTAN dans cette région. C'est là l'essentiel. Et ce qu'ils ne comprennent pas, à mon avis, c'est que la Russie et la Chine seraient plus qu'heureuses de ce concept. L'Iran aussi serait plus qu'heureux de ce concept. Regardez la guerre entre l'Iran et Israël. L'OTAN est intervenue en faveur d'Israël. S'il se tourne Taïwan, ce sera l'OTAN contre la Chine. L'OTAN comme soutien aux États-Unis. Oui. Exactement, parce que c'est entièrement l'OTAN. Exactement. 2 à 5% aux États-Unis. Cet argent ne va pas dans les poches du complexe militaro-industriel en Europe. Ils n'ont pas cela en Europe. Ils n'ont rien. Enfin, ils essaient. Leonardo et Thales disent qu'ils vont, vous savez, renforcer le soi-disant inexistant d'ailleurs, complexe militaro-industriel européen. Ce sont deux entreprises sérieuses au moins, mais elles n'ont pas ce qu'il faut pour construire quelque chose à partir de zéro. En gros, les véritables participants à ce nouveau complexe militaro-industriel à l'échelle européenne seraient au maximum 4 nations, peut-être 5. C'est tout. Vous imaginez l'Estonie en faire partie? La Lettonie au commandement militaro-industriel? C'est une blague. Et pour revenir à l'objectif principal, qui serait la démilitarisation de l'OTAN, je pense que la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres iront aussi loin qu'il le faudra pour y parvenir en Ukraine, car c'est crucial pour les BRICS. Ce n'est pas seulement une question de Russie, c'est celle de tout le Sud global. L'avenir des BRICS, l'avenir des autres organisations du Sud global. Et la Russie ne reculera pas sur ce point. Mais je ne vois pas Donald Trump, comme vous l'avez mentionné, comprendre la position de la Russie, qui est pleinement soutenue par d'autres pays, même j'oserais dire par l'Inde, en raison de la situation avec le Pakistan. Ils savent que la menace venant du Pakistan est réelle, et comment cette situation peut être manipulée par les États-Unis. Au fait, les Américains manipulent ces stupides généraux pakistanais de cette manière. C'est un énorme problème pour l'OCS.
Alors peux-tu imaginer? La Russie et la Chine vont devoir s'asseoir avec les Pakistanais dans le cadre du mandat de l'OCS et leur dire « Les gars, ressaisissez-vous. Quelle est cette histoire avec l'Afghanistan? Vous avez provoqué tout cela avec l'Afghanistan. Vous devez comprendre, vous plus que quiconque, la différence entre le gouvernement taliban afghan à Kaboul et le TTP, les talibans pakistanais, dans les zones tribales à l'intérieur du Pakistan, partie du Pakistan. Vous connaissez la différence. Ce n'est pas la même chose, ça ne l'a jamais été depuis le début. Et vous tombez encore une fois dans le piège. Ces gens sont donc vraiment, vraiment stupides. Si Imran Khan avait été Premier ministre, il n'y aurait jamais eu cette mini-guerre entre l'Afghanistan et le Pakistan. There will never have been this mini Afghan-Pakistani war. Never, never. And the problem is this. Jamais, jamais. Et le problème, c'est celui-ci. Des généraux pakistanais absolument répugnants. J'ai quelques amis universitaires au Pakistan et ils sont horrifiés par tout cela. Même pour eux, il est dangereux d'en écrire ou d'en parler en public. Ils connaissent très très bien ces gens. C'est la couche la plus basse des forces armées pakistanaises. Des opportunistes, des gens qui cherchent à se faire bien voir, pensant à leur propre carrière ou à obtenir des faveurs, surtout de la part des Américains. C'est répugnant. C'est répugnant. Cela n'a rien à voir avec la souveraineté pakistanaise. Ce devrait donc être un problème à traiter par l'OCS. Pour le moment, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et ce soi-disant accord de paix ou le début d'un accord de paix entre le Pakistan et l'Afghanistan n'a pas été coordonné par l'OCS. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. That's not good. That's not good at all. Pepe, the situation in South America, in Pepe, origin, la situation en Amérique du Sud, dans notre région ici, en tenant compte du cas du Venezuela, devient critique à mon avis. Aux États-Unis, nous avons des divergences entre Donald Trump et quelqu'un comme Ron Paul. Ron Paul a été l'une des principales figures qui ont défendu Donald Trump pendant le Russia Gate, l'un des rares républicains, d'ailleurs. Et aujourd'hui, Donald Trump s'oppose totalement à lui. Il y va à fond, disant que les habitants du Kentucky devraient, vous savez, le chasser du pouvoir. C'est là, je pense, le véritable problème politique, avec le cas de Thomas Massie, de Rand Paul. Ces personnes qui ne sont pas d'accord avec la politique étrangère de Donald Trump et de son administration. D'un autre côté, on voit la tourmente. La tourmente est venue de l'affaire Charlie Kirk. Vous savez, la question de la division. Tucker Carlson, Candace Owens. Il semble que tout le mouvement MAGA soit en train de s'effondrer. Oui, à cause des politiques de Donald Trump. Yeah. Because of Donald Trump's policies. It's fissured, and the fissures are some of them. C'est fissuré. Et certaines de ces fissures, on ne peut tout simplement pas recoller Humpty Dumpty. Dans le cas du Venezuela, cela frise le pathétique. Parce que si vous demandez à un type en Afrique subsaharienne qu'est-ce que les Américains veulent au juste du Venezuela, il vous répondra « Allez là-bas et prendre le pétrole ». Tout le monde le sait. La planète entière le sait. Il faut donc que le président de la Colombie déclare qu'une attaque contre le Venezuela est une attaque contre la Colombie, ce qui a parfois été envisagé au cours des années précédentes dans les relations entre la Colombie et le Venezuela. Et j'espère que Lula prendra publiquement position en disant qu'une attaque contre le Venezuela est une attaque contre toute l'Amérique du Sud. Il doit le dire publiquement, afin qu'au moins les gens à Washington l'entendent, ou que ses partisans 2.0 l'entendent. Mais quand vous avez le secrétaire d'État de la soi-disant hyperpuissance, ce modeste cubano-américain Rubio, qui ne comprend rien à la politique étrangère, à part leurs ennemis éternels d'Amérique centrale et du Sud, Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, que peut-on attendre? Et le néoconservateur Rubio passe son temps à blablater sur Donald Trump au quotidien. Et évidemment, bon, allons bombarder un autre bateau de pêcheurs. Ce sont des narcotrafiquants. Ces idiots ne savent même plus comment le narcotrafic circule de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. Cela n'a plus rien à voir avec la Colombie et encore moins avec le Venezuela.
L'un des principaux acteurs, c'est le Pérou. À Washington, ils ne le savent pas. Beaucoup de drogues passent par le Brésil. A lot of drugs, they go through Brazil. They don't know that in Washington. So it's a completely different story. Ils ne le savent pas à Washington. C'est une toute autre histoire. Ils ne peuvent pas fabriquer une nouvelle guerre contre la drogue sur des bases aussi fragiles, et encore moins vendre cela même aux gens aux États-Unis ayant un QI supérieur à la température ambiante. Ils voient bien ce que c'est, une opération pour s'emparer du pétrole. Et en même temps, ils ouvrent un nouveau front contre l'Iran en soutenant Israël. Quelle sorte de politique étrangère est cela? Bon, il y a une réponse. C'est la non-politique étrangère de Trump 2.0 qui consiste à frapper n'importe où si on en a envie, si on le peut, même si on ne le peut pas, mais en gros, dire au monde, nous pouvons frapper n'importe où, n'importe quand, comme nous le voulons. Intimider, surtout le Sud global. Le problème, c'est que le Sud global n'est plus intimidé. Problem is the global south is not being intimidated, Lima. Venezuela, they're not scared to death. Iran. Le Venezuela, ils sont pas morts de peur. L'Iran, la dernière chose qu'ils soient, c'est mort de peur. They're not intimidated. Les pays de la région sahélienne subsaharienne, ils ne sont pas intimidés. Partout en Asie, les puissances d'Asie du Sud-Est, mes voisins ici, personne n'est intimidé. Alors tu sais, à quoi tout cela sert-il? C'est juste un char arc-en-ciel au milieu de la jungle qui dit « je suis le roi de la jungle ». Oui, c'est ça. Parce qu'encore une fois, c'est personnel. C'est dans sa tête. C'est ainsi qu'il se sent puissant. Il doit montrer à toute la planète qu'il est le roi de la jungle. Y a-t-il une stratégie? Non. Y a-t-il une compréhension des tactiques? Non. Y a-t-il une discussion au plus haut niveau sur ces politiques? Non. Voilà où nous en sommes, Nima. Nous sommes les otages du roi de la jungle. So that's where we are, Nima. We are hostages of the king of the jungle, you know. Here is Pepe. Voici ce que Rand Paul a dit à propos de cette rhétorique sur les drogues venant du Venezuela. Pepe. Mm. There is no fentanyl made in Venezuela. Il n'y a pas de fentanyl fabriqué au Venezuela. Pas même un peu. Il n'y en a tout simplement pas. Ce sont des bateaux à moteur qui, pour atteindre Miami, devraient s'arrêter et faire le plein une vingtaine de fois. Ils vont très probablement tous à Trinité et Tobago, une île située juste au large des côtes du Venezuela. Il y a donc de nombreuses raisons de s'inquiéter de cette situation. Mais la première concerne un principe plus large. Quand peut-on tuer des gens de manière indiscriminée? Quand on est en guerre. C'est pourquoi, lorsqu'on déclare la guerre, cela doit être fait par le Congrès. Cela doit être réfléchi, ça doit être débattu, et nous ne sommes pas censés le faire à la légère. Et ensuite, lorsqu'il y a la guerre, on tue des gens dans la zone de guerre. Et même là, il existe des règles d'engagement. Mais l'interdiction des drogues a toujours été une activité criminelle, une opération de lutte contre le crime, où l'on n'exécute pas sommairement les gens. Nous présentons en réalité des preuves et nous les condamnons. We actually present evidence and convict them. Yeah. Exactement. Non. Il a parfaitement réussi. Très diplomatiquement d'ailleurs. And we're getting back, Pepe, to Trump 1.0. Et nous revenons, Pepe, à Trump 1.0, je pense. Et c'est en train d'empirer, parce qu'il attire encore plus de gens dans le monde. Les politiques deviennent tellement folles et incroyablement, tu sais, stupides, si on peut dire ça comme ça. Quel est son objectif? Tu te souviens, pendant son premier mandat, il a parlé avec Xi Jinping, le dirigeant, tu sais, de la Corée du Nord. Il disait que la raison pour laquelle cette négociation avait échoué, c'était à cause de Bolton et de ses gens dans l'administration Trump. Mais il n'y a plus de Bolton maintenant. Il n'y a plus personne avec ce genre de personnalité dans l'administration Trump. Et pourtant, on voit toujours le même résultat, voire pire, en sortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on va tout voir comme de simples démonstrations, quelque chose comme, tu sais, l'accord de paix qu'ils ont fait en Égypte? Ce n'est rien de plus que ça. Et ils voient cela en Russie, en Iran, en Chine. Ils voient que ce président n'est pas un négociateur sérieux. This president is not a serious negotiator. The problem is you have to deal with him. Le problème, c'est qu'il faut composer avec lui.
Tout le monde le voit. Chaque acteur rationnel, Nima, les grandes puissances, les BRICS, l'OCS et les pays de la majorité mondiale, il le voit clairement. Mais il a complètement accaparé le cycle médiatique. Chaque cycle d'actualité, jour après jour, est dominé par le roi de la jungle, sans exception. Il a totalement pris le contrôle de la production des récits. Ainsi, chaque jour, il lui faut un nouveau récit, même s'il contredit le précédent. Peu importe, car il ne perçoit pas la continuité. C'est pourquoi il peut changer d'avis sur la manière de traiter avec la Russie, avec les BRICS, avec l'Inde, chaque jour, littéralement. Et parfois, il revient au même point de départ, encore et encore. Initial point, time after time after time, and then it goes 180 degrees in the opposite. Et puis il fait un virage à 180 degrés dans la direction opposée. Certains analystes américains expliquent cela comme la manière qu'a Trump de déstabiliser ses ennemis ou ses adversaires. C'est ridicule. En réalité, il se déstabilise lui-même. Il déstabilise l'opinion publique intérieure et il déstabilise les alliés. Par exemple, les Européens sont absolument désespérés, car non seulement ils ont été vassalisés, mais ils ne savent pas comment parler au roi de la jungle. D'abord, ils savent qu'ils ne seront pas respectés. Il ne les écoutera même pas, ne répondra même pas à leurs appels. Ils sont traités comme des moins que rien, ce qu'ils sont d'ailleurs en termes géopolitiques. Et aussi géoéconomiques, s'ils poursuivent ce projet de voler les fonds russes. Alors, une fois de plus, nous avons cela. C'est comme un vortex, tu sais, qui aspire tout dans son propre marécage pollué, où il passe son temps à contempler son image et à se dire « Oh, j'ai besoin d'une nouvelle idée pour éblouir tout le monde. » Ou pire encore, parfois il a des idées qui au moins font parler les gens de la possibilité que quelque chose fonctionne. Mais en général, ce sont des politiques ou des observations stupides. Nah ouais, franchement pathétiques, venant d'un dirigeant. Peux-tu imaginer quelqu'un affirmant qu'il va organiser une rencontre en face à face avec Vladimir Poutine à Budapest, avec le Premier ministre hongrois personnellement impliqué, mettant en place un comité, puis, quelques jours plus tard, déclarant « Je ne veux pas perdre mon temps ». C'est irrespectueux, non seulement envers Poutine et Orban, mais envers tout le monde, envers la planète entière, en fait. Un vrai dirigeant ne dit pas une chose pareille. C'est ridicule. Alors pourquoi as-tu eu cette idée stupide au départ? Si tu n'étais pas intéressé, si tu ne voulais pas perdre ton temps, reste donc à la foutue Maison-Blanche, silencieux, ce qu'il ne peut pas être, parce qu'il doit vociférer tout le temps. Peux-tu imaginer un président qui légifère par des publications sur les réseaux sociaux? À quel point, au-delà de la stupidité, en matière de relations internationales, c'est insensé. Cela inaugurait une nouvelle ère, tu sais, l'ère de la politique étrangère par publication sociale à partir de maintenant. C'est complètement absurde. Alors, tu peux imaginer, Nima, des acteurs rationnels du côté de la majorité mondiale, les BRICS, la Russie, la Chine. J'y mettrais même l'Inde. Leur meilleure stratégie, en réalité, c'est le silence. Their best strategy, in fact, is silence. And Russians are using a lot of silence. Et les Russes utilisent beaucoup le silence. En fait, lorsqu'ils ne le font pas, ils courent le risque de se contredire. On peut avoir Lavrov, Peskov ou Ryabkov disant des choses légèrement différentes les uns des autres. Ils ne peuvent pas se le permettre. Les Russes doivent, enfin, ils restent sur la même ligne 99% du temps. Mais cette déstabilisation est tellement folle qu'il est parfois évident qu'ils perdent patience. Par exemple, Ryabkov, hier ou aujourd'hui, a dû dire « Écoutez, toutes ces fausses informations selon lesquelles il n'y aurait pas de sommet, ce sont de fausses informations. Nous ne savons pas encore. La seule chose que nous savons pour le moment, c'est que nous ne savons pas s'il y aura un sommet ni quand. Ce n'est pas que le sommet ait été annulé. En réalité, celui qui fait vraiment quelque chose pour annuler le sommet, c'est le roi de la jungle lui-même. Maintenant, la source des fausses nouvelles,
c'est lui-même. Donc nous ne savons pas. Et en ce qui concerne la Chine, c'est encore plus compliqué, car les Chinois savent déjà comment gérer Trump. Ils ne disent rien. Ils sont très discrets. Et ensuite, ils font un geste d'une férocité absolue, à tel point que même Trump ne sait pas quoi dire. L'affaire des terres rares, personne ne s'y attendait. Surtout pas de la manière dont elle est arrivée, par une directive du ministère du Commerce. Très polie, précise, tout y est listé, d'un professionnalisme exemplaire. Mais personne ne s'y attendait. Et maintenant, ils vont devoir, apparemment, il y a des discussions en coulisses, mais ne faites confiance à rien qui implique ces xénophobes qui se font passer pour les conseillers de Trump sur la Chine. Xenophobes that pose as Trump advisors on China. They don't know literally anything about China. Ils ne savent littéralement rien de la Chine. Eh bien, les Chinois continuent de faire ce qu'ils font, et c'est fascinant. J'ai eu le privilège le mois dernier de voir de mes propres yeux ce que la Chine a accompli pour développer le Xinjiang, chaque jour sous mes yeux. Et c'est quelque chose d'impossible à expliquer à l'Occident. Entre nous, bien sûr, c'est possible. Mais l'expliquer aux dirigeants politiques de l'autre côté de l'Atlantique Nord-Ouest est absolument impossible. Même s'ils s'y rendaient, ils ne comprendraient pas. Et bien sûr, on voit ces exemples de domination technologique chinoise dans tous les domaines, absolument stupéfiants, y compris des programmes totalement inconnus en Occident et même dans de nombreuses régions d'Asie. Et tout cela est en train de se concrétiser. And it's all getting there. And, involving the top Chinese universities. Et vous savez, en impliquant les grandes universités chinoises, qui atteignent un niveau encore et encore supérieur à celui de l'Ivy League et d'Oxbridge en Angleterre, bien au-delà de ces deux pôles, vous voyez. On ne peut pas avoir cette discussion en Occident. Oubliez ça. Les Chinois sont maîtres, bien sûr, du silence, de la circonspection, de la discrétion. Ils n'ont pas besoin de se vanter de quoi que ce soit. Et quand vous voyez quelque chose se produire, c'est que c'est déjà en train de se produire. C'est l'exact opposé du roi de la jungle, qui se vante sans cesse que les choses se passent et vont se passer. Mais elles ne se passent pas et ne se passeront pas. Voilà. C'est la grande différence entre une superpuissance vieille de 5000 ans pendant la majeure partie de son existence et une superpuissance qui a eu son moment pendant peut-être 70 ans dans l'histoire. Ce qui, à l'échelle historique, Manhattan resemble. C'est ça. Pepe, comment intègres-tu le facteur de l'âge de Donald Trump dans l'ensemble de l'affaire? Et est-ce que cela influence en quelque sorte sa domination au sein de son administration? C'est la rumeur à Washington, n'est-ce pas, Nima? Mais nous ne savons pas si ces sources sont vraiment sérieuses ou s'il ne s'agit que d'une manipulation ou d'un récit fabriqué. Apparemment, il va pas très bien. Donc voilà. Et c'est intéressant, car certaines de ces fuites proviennent de personnes qui interagissent avec lui quotidiennement. La partie la plus révélatrice, du point de vue américain, du point de vue de la construction du récit américain, est très importante. Il n'est plus capable de lire la salle ni de la contrôler. Il a toujours été un maître dans ces deux domaines, mais plus maintenant. Donc, si c'est vrai, c'est vraiment grave. Parce que d'ici, 2 ans et demi, nous pourrions nous retrouver avec le type de Palantir comme président des États-Unis. Vous imaginez? Si vous trouvez que c'est mauvais maintenant, attendez un peu. If you think it's bad now, just wait. Je pense que la raison pour laquelle j'ai posé cette question concerne le leadership. En Russie, en Chine ou même en Iran, ils se demandent à qui parle-t-il réellement. Exactement. Qui est là? Quelles politiques sont mises en œuvre aux États-Unis? Et c'est une grande source d'inquiétude, car chaque fois que Donald Trump sort, vous savez, d'une discussion ou d'un appel téléphonique avec Vladimir Poutine, il dit que tout est positif, que tout se passe bien. Et puis, quelques heures plus tard, on voit qu'il change d'avis sur l'ensemble du conflit. C'est un vrai problème
lorsqu'on traite avec des dirigeants étrangers. This is a real issue when you talk with foreign leaders. Yes, Dima, coming back to what we were discussing a few Oui, minutes Nima, ago. pour revenir à ce dont nous parlions il y a quelques minutes. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ont affaire au roi de la jungle. Donc tu vois, ils doivent utiliser un mélange de ruses. Je dirais le silence et la ruse. D'ailleurs, ce sont deux des devises célèbres de James Joyce, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Pour moi, il fait partie des deux meilleurs. Sa devise était « silence, exil et ruse ». Exil, parce qu'il a essentiellement vécu la majeure partie de sa vie loin de l'Irlande. Mais le silence et la ruse, droit au but. Les Russes sont des maîtres du silence et de la ruse. Les Chinois sont des maîtres du silence et de la ruse. Les Perses peuvent être très très doués pour la ruse. Ils devraient appliquer davantage le silence. They should apply silence more. You don't need an RGC general speaking every Vous n'avez pas besoin qu'un général des gardiens de la Révolution parle en public tous les jours. Non, vous n'en avez pas besoin. Et si vous êtes attaqué, vous allez faire payer un prix. Non, vous n'avez pas besoin de dire cela. Les Perses sont bien meilleurs lorsqu'ils font preuve de discrétion et de ruse. L'histoire nous l'enseigne. Voilà. Et je dirais que cela s'applique aux dirigeants du Sud global partout. Ne provoquez pas directement le roi de la jungle. Vous pouvez dire quelque chose de temps en temps, d'une manière qui sera interprétée comme une moquerie envers le roi de la jungle. C'est bien plus efficace. Ou bien vous ne dites rien. Cela déstabilise encore plus le roi de la jungle, car il verra alors qu'il parle à un mur du Sud global. C'est encore plus intéressant. global south wall. That would be even more interesting. What are Et s'ils font quelque chose d'important au Venezuela, renverser le gouvernement là-bas, comment cela va-t-il influencer le reste de la région? Nima, they cannot Nima, ils ne peuvent pas renverser un pays où il y a quoi? 4 millions de miliciens, 5 millions, peut-être même plus, mobilisés partout. Les forces armées sont mobilisées. Tout le monde au Venezuela est mobilisé maintenant parce qu'ils savent que le pays pourrait être attaqué. Est-ce que cela va être pire que le Vietnam pour les États-Unis? S'ils essaient quelque chose, le Vietnam serait, vous savez, Disneyland à Hong Kong. Et ils le savent. Quand je dis « ils », je parle encore une fois des 2 ou 3 personnes au Pentagone qui ont un QI supérieur à la température ambiante. Le département d'État, laissez tomber. La CIA, laissez tomber. Mais au Pentagone, ces gens doivent connaître quelques notions de base sur l'invasion d'un pays souverain et le prix à payer pour cela. Tout d'abord, ils n'ont même pas ce qu'il faut pour envahir le Venezuela. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bombarder Caracas? C'est une blague. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Et ils n'ont pas ce qu'il faut en interne pour organiser un coup d'État de changement de régime, même pas avec ce ridicule prix Nobel de la paix qui est l'un de... En matière de prix Nobel de la paix, celui-ci bat tous les records. In terms of Nobel Peace Prizes, this one takes the cake. There's nothing more ridiculous than this one. Even the Obama. Il n'y a rien de plus ridicule que cela. Même le prix Obama était moins ridicule que celui-ci. Not to mention the rest of Ils n'ont pas de soutien intérieur, sans parler du reste de l'Amérique du Sud, qui devrait se soulever, car ce serait une attaque contre l'Amérique du Sud et contre l'Amérique latine dans son ensemble. C'est une manœuvre de diversion, et nous n'avons aucune idée. De toute évidence, cela n'a pas été réfléchi. C'est sorti de l'esprit du roi de la jungle, une nuit en regardant Fox News. Il n'y a évidemment pas de suite à cela, en supposant que cela se produise. Cela n'a pas été planifié, autant que nous le sachions. Et de toute évidence, la subversion vise à détourner l'attention de certaines choses qui comptent vraiment. to change the subject from some of the things that really matter. And I would say the top 2 things that really matter. Et je dirais que les 2 choses les plus importantes sont, premièrement, que l'Empire du Chaos a déjà perdu la guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, et qu'il n'y a aucune issue. Numéro 1. Numéro 2, ce qui est encore plus grave à plusieurs égards, l'Empire du Chaos est en train de perdre la guerre technologique contre la Chine, et nous allons bientôt atteindre un point de non-retour.
Peux-tu imaginer Nima devoir faire face à ces deux faits devant lui? Hors de question. Très bien. Bombardons le Venezuela. Nous changerons le récit. Encore une fois, la même définition s'applique. La Chine est spécialisée dans la production de biens réels, des biens de consommation, partout dans le monde. Les États-Unis, eux, sont spécialisés dans la production de récits. Voilà la version courte. Et ils ont un président dont le seul travail est de fabriquer des récits. Voilà. Pepe, avant de conclure cette session, je veux te poser une question à propos de la Chine, puisque tu y as été récemment. Tu compares la Chine aux États-Unis. Où vois-tu la Chine dans 10 ans? Wow. Je vais vous donner un exemple personnel. La dernière fois que je suis allé à Urumqi, la capitale du Xinjiang, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Donc j'y suis arrivé récemment. Je suis arrivé en train à la gare sud d'Urumqi. Et je me suis dit, oh super, je suis en centre-ville, je peux même aller à pied jusqu'à chez moi. Puis je sors, je regarde autour de moi, et je me dis, waouh, est-ce vraiment le centre-ville? Et là, un chauffeur de taxi m'explique que non, il y a un autre centre-ville, beaucoup plus grand, mais qu'il faut prendre une autoroute pour y aller. C'est un exemple très simple pour vous montrer à quel point la Chine se développe en 10 ans. Par exemple, Shanghai. Je me souviens de Shanghai et j'avais été choqué à l'époque. J'ai encore des images. J'avais une caméra Sony Mini DV à la fin des années 1990. J'ai été l'un des premiers clients de l'hôtel Grand Hyatt, dans la tour Jinmao à Pudong. Ils étaient encore en phase d'ouverture. J'étais à Hong Kong et on m'a dit, écoute, nous ouvrons un nouvel hôtel à Shanghai. Alors j'y suis allé. Autour de moi, il n'y avait que la tour de télévision Perle de l'Orient et peut-être 2 autres tours plus petites. Tout le reste n'était qu'un immense chantier. Ils construisaient littéralement tout Pudong à partir de rien, Nima. C'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, quand tu y retournes, et 25 ans, ce n'est pas si long, tu trouves un quartier d'affaires complet à Pudong, avec une multitude de tours, une circulation impeccable, tout à la pointe de la modernité, incroyablement efficace du point de vue occidental. Et ils ont bâti tout cela en moins de 25 ans. And they built all that not in 25 years. They built that in maximum 15. Ils ont construit cela en au maximum 15 ans. C'était déjà fait il y a 10 ans, tout tu sais. Ou un autre exemple simple. Tu vas dans une boutique Huawei et tu demandes au vendeur de te montrer leur smartphone pliable en 3, le Huawei Trifold, qui est le meilleur smartphone de la planète. D'accord, il est cher, il coûte $3,000, mais il vaut chaque centime. C'est absolument incroyable. Il se transforme en iPad, entre autres, satellite, tout ce que tu veux. C'est complètement fou. Au centre de recherche Huawei, à Shenzhen, je m'en souviens bien, c'était en 2016. J'ai visité ce centre de recherche il y a 9 ans. Il l'avait déjà. C'était déjà là, Nima. Tous ces modèles ultra modernes que nous voyons maintenant dans les magasins. En Chine, bien sûr. In shops in China, of course, you cannot use them in the West because they use the Harmony OS system. Tu ne peux pas les utiliser en Occident, car ils fonctionnent avec le système Harmony OS, qui est réservé à la Chine. Il y a 10 ans, ils avaient déjà tout. Et d'accord, pour continuer avec les exemples, probablement le plus radical de tous, il y a 10 ans, Nima, les États-Unis ont lancé l'initiative Made in China 2025. L'idée était qu'en 10 ans, ils devaient figurer parmi les 1, 2 ou au maximum 3 premiers leaders dans 10 secteurs de haute technologie. Aujourd'hui, ils sont leaders dans pratiquement 8 d'entre eux. Il n'en reste que 2, et ils deviendront probablement leaders dans ces domaines d'ici 2 ou 3 ans. 3 ans maximum, je dirais. L'un de ces domaines est la production de semi-conducteurs, où ils sont en train de franchir la barrière. Which they are cracking the barrier and soon they won't need Nvidia. Et bientôt, ils n'auront plus besoin de Nvidia. Ils n'auront plus besoin des Néerlandais. Ils n'auront plus besoin de Samsung. Ils n'auront besoin de personne. Tout sera fabriqué en Chine.
Ils font cela en 10 ans, Nima. Où est le mystère? C'est très simple. Des plans quinquennaux, puis d'autres plans quinquennaux. Et ils sont examinés dans les moindres détails au fur et à mesure. Tout repose sur la méritocratie. Les méritocrates progressent, ils reçoivent des récompenses, et les autres restent sur le bord du chemin. Qu'est-ce qui se décide cette semaine, Nima, pendant que nous parlons à Pékin? Devine quoi? Le prochain plan quinquennal. Ils en discutent cette année. D'ici la fin de la semaine, peut-être d'ici vendredi, nous aurons au moins une idée de ce dont ils ont parlé et de certains des objectifs. Pour le moment, c'est une discussion, 4 jours de discussion ininterrompue, n'est-ce pas? Et bien sûr, nous savons qu'ils ont déjà planifié la plupart des aspects géoéconomiques jusqu'en 2035. Donc, en théorie, nous parlons du plan quinquennal de 2025 à 2030. Mais ils avaient déjà prévu des choses jusqu'en 2030 et 2035, avec 3 plans successifs établis il y a quelques années. Les grandes lignes du développement sont déjà en place. Maintenant, ils doivent entrer dans les détails concrets. C'est ce dont ils discutent cette semaine à Pékin, les détails du prochain plan quinquennal. Et cela explique, Nima, quand tu vas, par exemple, mon rêve, à travers le désert du Taklamakan. J'ai ce rêve depuis que j'ai lu ces livres d'aventuriers européens. Certains d'entre eux ont failli mourir en essayant de traverser le Taklamakan, comme l'explorateur suédois Sven Hedin. L'expérience en elle-même est stupéfiante. Il m'a fallu des jours pour la digérer. Nous avons traversé de la route de la soie du Nord à celle du Sud par l'une des autoroutes. Il y en a 4, pas une seule. Environ 450 km, plus ou moins. C'est une autoroute ultra-moderne, protégée des 2 côtés par des roseaux, ce que les Chinois appellent le cube magique chinois. Ces roseaux sont placés côte à côte, ce qui empêche les dunes de sable de recouvrir et d'envahir la route. De chaque côté de la chaussée, c'est la même chose. Il y a en plus une clôture verte pour la protection. Et les dunes de sable sont très très loin. Bon, donc ici, on traverse l'autoroute. Quand on entre d'un côté et qu'on sort de l'autre, on voit la fameuse ceinture verte qui entoure pratiquement tout le désert du Taklamakan. 3500 km de ceinture verte, avec des plantes très particulières qu'ils ont sélectionnées avec soin. Il faut planter celle-ci, cette formation ici, blablabla, celle-là après l'autre, blablabla. Qu'en dis-tu, Nima? Planification centrale et objectif atteint dans les délais, voire en avance. Bon, ils ont terminé la ceinture verte cette année. Elle devait être achevée en 2025. Donc ils ont fini à temps. Et même mieux que ça. Voilà. C'était probablement, je l'ai gardé pour la fin de notre conversation, l'exemple le plus frappant de ce que la planification centrale et une bureaucratie très efficace, contrôlée de manière centralisée, peuvent accomplir en matière de développement durable tout en respectant l'environnement. Les tempêtes de sable autour du Taklamakan ont toujours été un énorme problème pour les oasis. L'histoire de la route de la soie au Xinjiang, c'est essentiellement le désert du Taklamakan au centre, d'horribles tempêtes de sable en permanence, et les oasis sur les 2 marges, au nord et au sud. Comment protéger ces oasis? Simple, on traverse le Taklamakan et on construit la ceinture verte tout autour. Voilà. C'est ce qu'on appelle le développement durable, Nima. Mais bien sûr, guidé par une administration centrale compétente. Je pense que ce qui a été incroyable, c'était d'apprendre qu'en 2014, Pékin était la ville la plus polluée au monde. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus propres. Je me souviens, par exemple, voyons. Oui, il y a environ 15 ans, j'ai passé l'hiver à Pékin. J'y faisais des recherches en 2009 et 2010. J'étais dans une tour d'un nouveau quartier d'affaires. Et chaque matin,
Nima, je ne pouvais pas voir les autres tours à cause de la pollution. Il y avait une couche de suie, comme ça tous les jours, même à l'intérieur des appartements. Cela a complètement disparu. J'étais à Pékin avant d'aller vers l'ouest, au Xinjiang. Tout est clair. Ciel clair, rivière claire, lac clair, étang clair, tout. Plus de pollution. Voilà. Clear ponds, everything. No pollution. There you go. C'est tout simplement incroyable, je trouve. It is. It is. So, and C'est vrai, c'est vrai. what they say, look, Et ce qu'ils disent, écoutez, il ne s'agit pas que vous deviez copier notre modèle, vous tous du Sud global, mais regardez ce que nous avons fait, et cela a fonctionné. Ensuite, vous pouvez l'adapter dans vos pays, dans vos nations. Voilà, il y a tant à apprendre de ces leçons chinoises et de ce que les Chinois ont appris en les mettant en pratique. Mais c'est stupéfiant, l'ampleur, l'étendue, la portée, et c'est partout en Chine. C'est absolument extraordinaire. Je me souviens quand Shenzhen était pratiquement un trou perdu. Vous savez, il n'y avait même pas de route goudronnée pour aller à Shenzhen depuis la frontière avec les nouveaux territoires à Hong Kong. Aujourd'hui, c'est le principal centre de recherche en Chine, au même niveau que Pékin, Tianjin et la région de Shanghai. Ils ont accompli cela en 30 ans. Ce n'est rien. 30 ans, ce n'est rien. they did this in 30 years. It's nothing. 30 years is nothing. Nothing. Yeah, simply nothing. Rien. Simplement rien. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado, Pepe. Grande Obrigado a prazer. você, querido. Um enorme prazer conversar com você. Merci à toi, mon cher. Un immense plaisir de parler avec toi. Toujours un immense plaisir. Je te vois. D'accord, oui, je te vois. Salutations d'Asie du Sud-Est. Bonne nuit d'Asie du Sud-Est à Nima et à vous tous. À vous tous, salutations d'Asie du Sud-Est et le sommet de l'ASEAN commence ici ce week-end. Summit starts here this weekend. Yeah, great. Oui, super. Ce serait génial. We're gonna have Oui, a oui. lot of news. Nous allons avoir beaucoup de nouvelles à ce sujet. Obrigado. Obrigado, Pepe. My pleasure. Cheers. Bye. Bye-bye. Avec plaisir. Santé. Adieu. Toi.